Et je vais passer la parole à Jean-Christophe Bailly, qui va proposer quelques réflexions au terme de cette longue journée, quelques commentaires, quelques humeurs. Bon, je le présente en deux mots. Jean-Christophe Bailly est un auteur prolifique qui s'intéresse depuis très longtemps, après avoir commencé à écrire sur le romantisme allemand. Il a publié plus d'une trentaine de livres en s'intéressant vivement aux villes et aux paysages, aux animaux aussi. Je retiens parmi ses ouvrages Le dépaysement, La phrase urbaine, dont les essais recoupent beaucoup des questions qui ont été posées aujourd'hui, sa magistrale description d'Olonne, qui est sans doute mon livre préféré de toute sa production. Donc une œuvre extrêmement ample et généreuse, fondée sur l'observation, sur l'arpentage aussi, sur la déambulation, comme le disait Thomas Clair de ses parcours dans le XVIIIe. Voilà. En fait, j'étais très embarrassé parce que j'ai jamais bien compris ce que Jean-Louis Cohen, le professeur Cohen, me demandait. Je le remercie de m'avoir invité au demeurant. Et là, ça ne sera pas du tout ce qu'on appelle un résumé de la journée pour réintroduire un débat qui, de toute façon, n'aurait pas l'espace de temps nécessaire. Et j'ai fait une sorte de texte qui est un peu pirouette maladroite, enfin, je le ressens comme ça. Mais j'étais très embarrassé, donc j'avais commencé comme ça. J'ai beau avoir souvent écrit sur l'architecture et plus encore sur la ville, cette fois l'intitulé du séminaire m'a paralysé. Architecture et littérature. Cela m'a semblé trop énorme, trop illimité, et je n'ai rien vu venir, rien en tout cas qui puisse avoir quelque valeur. À chaque fois que je croyais pouvoir entrer dans le vif du sujet par un angle subtil, je voyais devant moi déferler quantité d'autres entrées tout aussi légitimes, et entre le vide de mon inspiration et la masse des possibilités, je me suis perdu. Donc je me suis résolu à lister d'une certaine manière une possibilité, une liste des entrées possibles. Alors, il y avait déjà pour littérature et architecture de passer par la notion de genre, parce que ce n'est pas du tout la même chose si on dit architecture et narration, architecture et poème, architecture et traité. Pour ce qui est de la littérature, pour aller très vite, moi, je considère que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle, ce que certains appellent la littérature générale, c'est-à-dire la littérature en général qui dépasse la question des genres et du genre. Il y a des logiques de genre qui sont très intéressantes comme telles, mais disons, si on parle de la littérature, on est dans l'hypothèse d'un dépassement des genres. Et lorsqu'il était question tout à l'heure du non-narratif, le non-narratif, ça fait longtemps qu'il existe, mais c'est très choquant pour moi, par exemple, quand je vais à la FNAC, j'y vais très rarement, mais littérature française, c'est roman. Et puis le reste, maintenant, il y a les écrivains voyageurs, catégorie, etc. Mais où est la littérature comme telle ? En tout cas, ce que j'écris aujourd'hui avec l'âge, etc., on arrive dans certaines librairies à trouver mes livres, mais la plupart des libraires résolvaient le problème. Mais ce n'est pas vraiment de la philosophie, ce n'est pas vraiment de la littérature, donc on ne le met pas du tout en place. Voilà. Mais cette notion de littérature générale, je crois qu'elle est très importante, et à partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème pour intégrer dedans le livre d'un architecte, le récit d'un journaliste, pas n'importe lequel quand même, etc., etc. Ensuite, une autre organisation possible c'eût été par les lieux. Alors, un lieu qui s'impose, et ce serait presque le sujet d'un colloque, c'est la bibliothèque. La bibliothèque à la fois comme lieu réel, c'est-à-dire depuis quand il y en a, comment elles sont faites, vers qui vont-elles, qu'est-ce que c'est qu'un rayonnage, et puis la bibliothèque comme métaphore, comme allégorie, au sens où Benjamin dit « Paris est une bibliothèque séparée, que la Seine sépare en deux », etc. Et tout ce que ça veut dire, tout aussi, toujours Benjamin, quand il comparait les rues de Paris, les avenues de Paris à des bibliothèques où les livres sont rangés les uns contre les autres, et effectivement, il y a cette métaphore et toute sa richesse. Et puis, il y aurait aussi la chambre,
tout bonnement. C'est l'espace où finalement la pensée se recueille. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas un extérieur, mais un chez-soi. Il peut être provisoire, ça peut être une nuit, quelques heures, comme ça peut être toute une vie. Et il y a ce titre magnifique, d'ailleurs, qui appartient à un écrivain qui est plus très lu, je crois, s'il ne l'a jamais été, qui est Rabindranath Tagore, un livre très beau qui s'appelle La chambre et le monde. La ville, en l'occurrence, là-bas, c'est Calcutta. Et puis, il y a un autre point de départ, qui était d'ailleurs suggéré par l'image qui accompagnait l'invitation, c'est évidemment la maison d'écrivain. Et c'est de là que je suis parti, donc je vais vous lire ce que j'ai écrit en partant de ça, mais pour aller très vite ailleurs et surtout dehors. Il y aurait tout d'abord, point de rencontre évident entre la littérature et l'architecture, la maison d'écrivain. Schème où se recoupe idéalement une forme de vie et un espace qui la reçoit et l'encadre, peut-être même la façonne. Et c'est rapide, hein, sur chaque mot, il faudrait discuter. Mais combien peu d'espaces intégralement dessinés et voulus, tels ceux de l'emblématique Villa Malaparte à Capri, pour tant de lieux simplement adoptés, voire subis, allant de la simple cabane au château. Il y aurait d'ailleurs une anthologie des cabanes à réunir. Sans oublier, bien sûr, qu'à de nombreux écrivains, et ça j'y tiens, le privilège d'avoir une maison, en tout cas suffisamment longtemps pour qu'ils y aménagent les conditions d'une ressemblance, ne fut pas accordé. Or, c'est justement auprès de quasi-proscrits qui allaient de chambre en chambre que l'on rencontrerait peut-être les volontés d'étreinte les plus fortes. Je pense à Nietzsche, rêvant à partir de ses errances italiennes d'une architecture, et je le cite, à l'usage de ceux qui cherchent la connaissance, architecture qu'il décrit brièvement d'ailleurs dans Le Gai Savoir. Je pense naturellement à Benjamin et à son exceptionnelle empathie pour le fait urbain, empathie qu'il n'a certes pas nourrie par l'entremise d'une installation confortable, ni à Paris, ni à Berlin, ni ailleurs. Nombreux seraient ici les exemples, si nombreux qu'à travers eux, à côté de l'écrivain à maison, se dégage la figure de l'écrivain qui n'a de port d'attache que provisoire et dont le rapport au bâti réside, si c'est résidé, dans l'impermanence. Or, à l'impermanence, les faits d'architecture opposent leur tenue impassible, relativement impassible, en tout cas leur inscription dans la durée. Certes, cette inscription n'est pas fixée une fois pour toutes, et du projet au chantier, puis du bâtiment terminé à la ruine, une longue histoire se déroule. Mais ce devenir, lent dans la plupart des cas, et entremêlé à d'autres devenirs, la plupart des villes, sont des entremêlements de devenirs distincts, agissant ensemble, mais enclenchés à des moments différents. Ce devenir, en tout cas, donne consistance à une temporalité que celui qui ne fait que passer perçoit comme stable. Le socle de la fascination que peut exercer l'architecture, c'est cette tenue, cette manière de se tenir dans le temps. Je n'oublie pas, hein, la forme de la ville change plus vite, etc., ou ce qu'on vient de voir avec l'aspect de chantier permanent, mais quand même, il y a toujours cette idée de solidité. Le socle de la fascination que peut exercer l'architecture, c'est cette tenue, cette manière de se tenir dans le temps, à n'importe quelle vision de flux, nuages passant dans le ciel, fleuve ou rivière qui passe, l'architecture oppose son immobilité, se dressant dans le cours du temps comme ce qui l'aurait retenu. Il s'agit bien sûr d'une illusion, mais par-delà sa solidité, le monde de l'édifié, dans son vertige d'achèvement, se tend vers une sorte d'éternité ou de suspens, dont la cité idéale, celle d'Urbino, produit la forme rêvée, mais à laquelle aucune réalisation d'architecture, même la plus humble, n'échappe. Or, par rapport à cela, c'est ce que je disais brièvement tout à l'heure, par rapport à cela, la littérature ne peut se sentir qu'en complet porte-à-faux. Qu'on la produise en l'écrivant ou qu'on la réalise en la lisant, la littérature est tout entière dans l'ordre du flux. Elle n'existe qu'en se perdant sans cesse, elle n'a pas d'autre vie que celle du devenir que chaque phrase invente et que chaque phrasé performe. Si un texte peut être lui aussi, au même titre, disons qu'une maison, perçue comme un état de choses et comme une forme achevée, cette forme pourtant ne se réalise et ne devient vraie que dans le mouvement étrange qui la porte en l'effaçant continuellement. Au caractère fixé de l'écriture, l'impression est venue donner une visibilité plus grande,
mais la lecture des pages ne peut justement avoir lieu qu'en effaçant cette fixité et en rendant à chaque phrase son caractère mobile. Un livre, sans doute, est un objet stabilisé, mais c'est comme une boîte de Pandore qui contiendrait du temps, qui contiendrait le temps. À l'intérieur du livre, il n'y a que des flux, que le frayage continuellement relancé de la phrase. Peut-être y a-t-il, avec certaines formes du poème ou du fragment, l'aphorisme, une volonté d'inverser la tendance et d'arrêter le flux. Mais nous devons penser ici à la forme brève par excellence, au haïku, et à ce qu'il réussit de paradoxal, puisque la fixité réglementaire de sa forme n'a de sens qu'à produire un écho du passage du temps. Lire, en tout cas, c'est toujours suivre, c'est toujours avancer. On peut certes revenir sur ses pas, mais ce ne sera que pour donner consistance et reprendre la forme de l'avancée. Revenir sur ses pas. L'image est venue d'elle-même, mais avec elle, c'est tout le mouvement de la promenade qui est mis en branle. En effet, le déplacement d'un passant dans une ville peut être utilement comparé à l'avancée d'un lecteur le long des phrases d'un livre. Et c'est alors le système Vière, avec ses rues, qui devient le support du phrasé, chaque passant performant sa propre lecture d'un texte dont la ville est la forme déposée. Ici, on le sait, il y a, et massivement, la langue de bois des phrases toutes faites. Mais il y a aussi de longues phrases inspirées qui s'ouvrent dans l'inconnu, et de légères incises, des élans et des césures, tout ce qu'il faut pour que la métaphore de la ville, considérée comme un texte composite et bruissant, et comme une œuvre ouverte, prenne forme. Mais ce qui compte, c'est qu'alors l'architecture s'écoule, se met à défiler, et cesse de pouvoir être considérée comme une juxtaposition d'isolats inertes. Bien sûr, elle ne perd aucunement son caractère solide, édifié, mais en l'offrant à la logique aléatoire des parcours, elle devient elle-même active. Cette action n'est pas celle d'un pur décor ou d'un assemblage de façades, mais celle d'une incitation. Les césures et les accélérations, les effets d'appel, de rupture et d'évasion, c'est elle, l'architecture, qui les produit. Inerte en un sens, le plan de la ville devient dès lors un absolu de la suggestion. Un appel à témoins mobiles, comme le plan de Noli l'a montré en donnant sa pleine lisibilité au labyrinthe de passages et d'issues qu'est Rome, et comme toute promenade inventée le vérifie. Lue par les passants, la ville d'architecture donne activement consistance à une traversabilité infinie, en droit tout au moins, car il arrive, et bien souvent, hélas, que l'espace cesse de suggérer des passages et des ouvertures et se mue en quelque chose de fermé, voire d'intraversable. L'équivalent de cet intraversable, c'est une phrase qu'on ne peut ni dire ni lire, c'est l'imprononçable. Cette métamorphose qui fait passer l'architecture du statut d'objet immobile à celui d'accélérateur d'intensité, la ville en est le théâtre d'abondance. Et c'est sans doute pourquoi le rapport le plus fréquent, le plus fréquenté des écrivains à l'architecture passe par la promenade urbaine, immense et rarement décevant, on le sait, et le prodigieux récitatif formé par tous les fragments de ville décrits ou évoqués par la littérature, quel qu'en soit le genre ou la provenance. Il y a là de simples effleurements et des rapports furtifs, d'intuitives plongées et de souples glissades, mais aussi d'éternels retours et de longs pas de deux, à l'issue desquels l'image d'une ville devient pour toujours reliée à la figure d'un écrivain et réciproquement. Mais cette mobilité latente qui se rouvre en ville sous les pas du passant, et plus spécifiquement encore, donc, sous les pas du passant écrivain, loin de se limiter à l'espace urbain proprement dit, peut également, même si c'est beaucoup moins fréquent, dériver de l'architecture elle-même. Autrement dit, de l'architecture en tant que forme, en tant que structuration formelle d'une idée, en tant que construction, occurrence spécifique du bâti. En effet, quel que soit le rôle joué par la puissance, là c'est une vraie discussion avec M. Jablonka, en effet, quel qu'il soit le rôle joué par la puissance organisatrice du structif. Structif, c'est un mot qui vient d'Adorno, hein, et c'est mieux que structurant, elle est structif. Hein. En effet, quel qu'il soit le rôle joué par la puissance organisatrice du structif et par la qualité de la finition, un bâtiment, même isolé, fonctionne lui aussi, aussitôt qu'on le pratique,
aussitôt qu'on le retire à la logique de l'arrêt sur image, fonctionne comme une partition spatiale qu'on peut lire comme une ivresse de la variation. Ici, tout se met à compter. La succession et l'alternance des ouvertures, les effets de feuilletage et d'empilement, les écarts, les échos, les transparences et bien sûr, quoiqu'il soit trop souvent oublié dans le discours sur l'architecture, les matériaux. Énorme sans doute est le décalage qui existe entre le regard du connaisseur ou du spécialiste, praticien ou historien de l'architecture, et celui du simple passant ou visiteur. Mais qu'il sache ou non nommer les choses et qu'il se donne ou non le temps d'étudier les articulations d'un bâtiment, chacun, dès lors qu'il le traverse, l'utilise ou l'observe, ne fût-ce qu'un instant, entre avec lui dans un rapport qui l'imprègne. Le bâtiment intègre à son régime d'existence celui qui le longe ou le traverse, et le passant, sans même qu'il le sache, fait entrer la forme du bâtiment dans sa mémoire. Et l'on sait avec quelle précision cette forme parvient à s'introduire très loin en lui, ainsi que les rêves qui sont remplis d'architecture le disent dans leur étrange clair-obscur. Ainsi, chacun d'entre nous porte en lui la mémoire, en grande partie inconsciente, de toutes les architectures qu'il a rencontrées, et chaque architecture, inversement, même si c'est de façon impalpable, se souvient de tous ceux qui l'ont fréquenté. Tel est le sens de la formulation si finement trouvée de Franz Hessel, l'ami de Benjamin, lorsqu'il dit dans ses promenades dans Berlin, paru en 1929, lorsqu'il dit qu'on sent encore dans maints quartiers de Berlin, il parle du Berlin des années 20, un Berlin en construction, on sent encore dans maints quartiers de Berlin qu'ils n'ont pas été assez regardés pour être vraiment visibles. Visibilité et lisibilité se recouvrent ici entièrement. Pour qu'une architecture, et a fortiori une ville, soit lisible, il faut qu'elle ait été lue et relue. Or, cette relecture inachevable et lente, au lieu d'agir comme une patine ou comme un simple effet du temps qui passe, fonctionne au contraire comme une sorte de veilleuse apte à maintenir dans son droit le présent, c'est-à-dire l'expérience. Et il va de soi que la littérature, dans la mesure même où elle n'est rien d'autre, ou ne devrait être rien d'autre, que le cahier tenu à jour de cette expérience sans fin recommencée, prolonge l'architecture au-delà d'elle-même, y compris, comme c'est souvent le cas, lorsqu'elle a disparu. Par exemple, puisqu'on était à Berlin, au Berlin pas encore intégralement révélé dont parle Franz Hessel, a succédé une ville, on le sait, faite de ruines, puis à nouveau de chantiers, une ville divisée par un mur, puis à nouveau réunie. Il y a l'archive photographique et cinématographique qui nous permet de nous faire une idée, assez précise d'ailleurs, de ce que fut Berlin, mais ce que la littérature nous rend proche, c'est justement ce que ce fut de vivre entre ces murs ou avec ce mur. Il y eut des palais, des avenues, des cafés, des musées, des guérites, des pièces d'eau, et quantité de parcs, d'immeubles, de chambres, de cuisines, de maisons. Il y eut aussi des casernes, beaucoup de casernes, un canal, un terrible canal, et quantité de lieux marqués comme lui par le crime et la terreur. Je fais allusion évidemment au Landwehr Canal où a été jeté le corps de Rosa Luxembourg. Mais c'est par ce qui en est venu sous forme de paroles et de récits que le souvenir s'en propage. Et il en irait de même avec n'importe quelle autre ville, quelle que soit la façon dont elle a traversé le temps et l'histoire. Aucune maison n'est muette. Cela nous est dit par toute maison. Et la littérature est, ou devrait être, le recueil de ce bruissement infini. Une écriture qui saurait scruter la façon dont les formes de l'architecture palpent l'espace, une architecture qui aille au-devant d'une telle écoute, nous n'en demanderions pas plus, mais c'est déjà tout un programme. Voilà. Bon, je crois qu'il me revient non pas de conclure, je pense que Jean-Christophe Bailly a magnifiquement présenté la façon dont, qu'on le veuille ou non, la littérature s'emplissait et résonnait, et faisait résonner les villes qu'elle observait et qu'elle décrivait. Quelle meilleure conclusion à cette journée qui, j'en suis conscient,
fut riche en pistes diverses, en pistes contradictoires, parfois polémiques, et qui nous fait comprendre que loin d'avoir résolu les problèmes qui avaient été posés ce matin, nous les avons amplifiés et fait rebondir. Merci beaucoup à tous les participants et à toutes celles et ceux qui ont suivi et suivront ces débats au travers des réseaux modernes.